vous et moi avons parlé beaucoup de Bibi et Oui. Bennett ces dernières minutes, mais je crois que dans les semaines et mois à venir, le vrai combat va être entre Eisenkot et Bennett. Qui va être le challenger? On est encore dans la demi-finale, on n'est pas encore dans la finale. Et qui va être en finale face à Netanyahou? Et je crois que Eisenkot va tout faire pour être lui le candidat au poste de Premier ministre face à Netanyahou. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Maître Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Christophe Daniel. Merci d'être avec nous sur Radio Kalita. On a bien besoin de votre éclairage ce matin. Ça fait plusieurs jours qu'on l'espère. Cet éclairage depuis la décision de Naftali Bennett de rejoindre, ou en tout cas de fusionner avec le parti Yesh Atid. Vous avez été surpris d'abord par cette décision ? Non, pas forcément. Pas forcément. Pourquoi? C'est-à-dire c'était une manœuvre que Naftali Bennett devait enclencher pour s'imposer, passer, on va dire, comme l'a dit Amit Segal, déjà en finale face à Binyamin Netanyahou dans la prochaine confrontation électorale? Tout à fait, vous l'avez, je crois, aussi vous-même signalé, Daniel, dans votre tribune d'ActuJ cette semaine. Ça, c'est ce qu'on appelle une win-win situation. C'est les deux parties sont gagnants. Yair Lapid était en chute libre dans les sondages ces dernières semaines. Il s'approchait dangereusement du seuil d'éligibilité. Il était à 6-7 mandats dans les sondages, donc il devait faire quelque chose pour sauver sa peau et la peau de ses députés. Naftali Bennett, lui, n'était pas en chute libre dans les sondages, mais avait un concurrent dangereux au poste de candidat de l'opposition face à Netanyahou, c'est Gadi Eisenkot, qui lui augmentait de semaine en semaine dans les sondages, surtout donc en reprenant les mandats de Lapid. En réalité, Eisenkot était arrivé autour de, je crois, de 14-15 mandats, alors que Bennett était autour de 20. Et donc, Bennett aussi avait besoin de faire quelque chose pour se confirmer la place du challenger à Netanyahou au poste de Premier ministre et le candidat du bloc d'opposition. Donc, en réalité, c'était une réunion d'intérêts de ces deux hommes qui, on le sait, ne sont pas, ont toujours été des bons amis en politique. Ils ont déjà fait des choses ensemble par le passé, que ce soit en 2013, lorsque Netanyahou ne voulait pas de Bennett et du sionisme religieux dans son gouvernement. C'était Lapid qui avait mis ça comme condition, et ils avaient fait ce qu'on appelait à l'époque Brit Ha'achim, l'union des frères. Et puis en 2021, ils ont formé ensemble un gouvernement, et donc c'est pas quelque chose de nouveau dans le sens de cette alliance politique. Donc pour ça que pas forcément étonné. Et lorsque les intérêts se rejoignent, alors tout devient plus cohérent. Alors, vous avez certainement suivi les interviews que Naftali Bennett a données durant la fin de semaine, en particulier à la plupart des médias et des journaux israéliens. On y voit un Naftali Bennett qui monte au créneau, qui est très, on va dire, très dur même avec Binyamin Netanyahou, mais ça, c'est pas obligatoirement nouveau, mais on le voit même parfois menaçant. On l'a vu par exemple avec dire attention, j'ai les officiers de la police à l'œil. Ça n'a pas plu à tout le monde, cette manière de parler de Naftali Bennett. Vous avez aussi été étonné par cette manière de s'exprimer qui, on va dire, en dehors on va dire de certains slogans qu'il a lancés, il n'a pas donné de véritable plan d'action pour son parti et pour le parti avec Yair Lapid, un plan d'action pour l'avenir de l'État d'Israël? Ça dépend évidemment des appréciations. Je crois que Bennett surtout veut montrer qu'il s'est affranchi, veut montrer à son électorat aujourd'hui, qui est l'électorat essentiellement du centre et de la gauche. En tout cas, une grande partie de son électorat vient maintenant du centre de la gauche, puisqu'il est le candidat, le seul candidat. Il veut être le seul candidat du bloc face à Netanyahou. Donc tous les gens qui ne veulent pas de Netanyahou sont censés voter Bennett. Et pour ça, je crois qu'il doit s'affranchir officiellement de Netanyahou, qui, je vous rappelle, Bennett était le chef de cabinet de Netanyahou, a gouverné aux côtés de Netanyahou pendant plus d'une dizaine d'années, et était un petit peu, on va dire, certains disaient son poulain, d'autres disaient son Brutus, hein, chacun ira de son analyse, mais là, il doit convaincre un public qu'il n'est plus celui qui est dans la poche de Netanyahou comme il l'a été pendant de très nombreuses années. Et donc, il y a probablement une volonté d'affranchissement, de s'affranchir de Netanyahou et de se placer comme
comme son challenger principal, et donc évidemment cela entraîne des attaques directes, et c'est ce qui vous a probablement gêné dans ces interviews. Encore une fois, il faut savoir quel est le public qui est visé. Je C'est crois que ça. le public que vise aujourd'hui Bennett ne sont pas les gens qui ont beaucoup d'estime pour Netanyahou. Les gens qui ont de l'estime Netanyahou voteront probablement Netanyahou ou pour une autre figure moins clivante. On peut parler de divorce entre Naftali Bennett et la droite israélienne, bien que lui-même se réclame être celui qui est le véritable homme de droite, le véritable nationaliste dans l'échiquier politique israélien, et pas Netanyahou, ou pas, en tout cas pas la coalition actuelle. En tout cas, avec une bonne partie des électeurs. Après, vous avez raison de signaler, Daniel, par rapport à la définition de droite. Bennett se dit être toujours un homme de droite, qui sait que lui, contrairement à Netanyahou, n'a jamais ordonné de retrait de territoire de Judée-Samarie. Netanyahou s'est retiré de Hebron, de 13% de la Judée-Samarie, etc. Bennett n'a pas voté ni pour le retrait des implantations du Gush Katif, de la bande de Gaza, etc. Donc lui, il répète aujourd'hui encore, en 2026, étant candidat aux côtés d'Yair Lapid, Bennett garde le narratif que lui, en tout cas dans sa politique sécuritaire et sa politique par rapport à un État palestinien, ce qu'on définit généralement la droite et la gauche en Israël, c'est-à-dire la position par rapport à la présence juive en Judée-Samarie et la volonté ou non de créer un État palestinien. Sur ça, encore une fois, Bennett a gardé son narratif où il se dit beaucoup plus à droite que Netanyahou sur ces questions-là. Après, ça c'est j'ai envie de dire la définition, j'ai envie de dire rationnelle de la droite et de la gauche en Israël. Mais la droite et la gauche, ça va aussi au-delà du rationnel. Aujourd'hui, on a une sorte de définition tribale de la droite et de la gauche en Israël. Et Netanyahou a créé autour de lui une sorte de tribu de gens qui le soutiennent, une tribu assez grande, et que sans forcément lier aux actes, aux décisions politiques, alors on se dit de droite. Pareil pour la question économique. Dans le monde entier, la droite et la gauche se séparent sur des questions économiques. La droite baisse les impôts et retire l'État, donc baisse les allocations et retire l'État de la vie des gens. Et la gauche, au contraire, augmente les allocations et augmente les impôts. Netanyahou, de facto, de ces dernières années, mène une politique économique plutôt de gauche, plutôt puisqu'il a des alliés ultra-orthodoxes et des alliés comme Ben Gvir et Smotrich et autres, qui sont plutôt d'une vision plutôt socialiste que capitaliste. Mais là encore, quand on crée une tribu de droite, on rentre plus dans les détails des prises de décision. Est-ce qu'elles sont de la droite économique ou de la droite ou non, et ça crée donc une vraie tribu. Et vous avez raison que Bennett, aujourd'hui, en tout cas, si on parle aux gens dans la rue, ne le considère pas comme membre de cette tribu. Alors, il y a encore un inconnu, une inconnue, c'est la position de Gadi Eisenkot. Est-ce que vous avez le sentiment que Eisenkot va rejoindre ce bloc formé par Bennett et Lapid, ou alors il va rester, on va dire, au maximum pour dire jusqu'au bout du compte, après, selon les sondages, pour rester et dire, voilà, je peux, moi, m'imposer plus facilement que Naftali Bennett? Bah, je crois que c'est le vrai combat qu'il va y avoir entre eux maintenant. C'est-à-dire, en réalité, vous et moi avons parlé beaucoup de Bibi et Oui. Bennett ces dernières minutes, mais je crois que dans les semaines et mois à venir, le vrai combat va être entre Eisenkot et Bennett. Qui va être le challenger? On est encore vous avez parlé de l'exemple footballistique, on est encore dans la demi-finale, on n'est pas encore dans la finale. Et qui va être en finale face à Netanyahou? Et je crois qu'il va y avoir un vrai combat entre ces deux hommes. Et je crois que Eisenkot va tout faire pour être lui le candidat au poste de Premier ministre face à Netanyahou. Et il va essayer de pousser la chose le plus possible en espérant que les sondages l'aident. Je crois que le but d'Eisenkot, c'est de se placer quelques mois, un peu avant la fermeture des listes, au-dessus de Bennett et Lapid, pour montrer que c'est lui qui doit être le candidat de la gauche. Il risque d'ailleurs d'être soutenu par Yair Golan dans cette lignée, puisque Yair Golan et Eisenkot sont très proches, nous le savons, puisque Yair Golan était l'adjoint d'Eisenkot quand Eisenkot était chef d'état-major. Ils ont plus ou moins la même vision du monde et ils sont plutôt proches. Et j'imagine que Yair Golan, qui préférera évidemment que ce soit Eisenkot, le chef du bloc du centre et de la gauche, plutôt que Bennett, fera tout pour faire gagner Eisenkot. Et donc, on a là un vrai combat entre ces deux hommes dans le bloc d'opposition. Alors, il va y avoir énormément de démarches, hein, on peut s'y attendre au cours des prochaines semaines et des prochains mois.
Il y a, puisque vous avez été député du parti Amina et vous avez bien connu Naftali Bennett, il y a une inconnue encore qui s'appelle Ayelet Shaked. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez que peut faire Ayelet Shaked si elle décide de revenir en politique. Est-ce que pour elle, il vaut mieux peut-être se rajouter, on va dire, à quelqu'un comme Gadi Eisenkot? C'est pas sûr qu'elle acceptera de le faire, ou plutôt, vous la verriez plutôt du côté d'une formation qui serait comme celle de Yuli Edelstein, de Moshe Kahlon et de Gilad Ardan, qui n'est pas encore formé, qui serait une sorte de Likoud bis. Vous pouvez imaginer ce que peut faire Ayelet Shaked dans la conjoncture actuelle? Je ne sais pas ce qu'elle va faire, mais c'est vrai qu'Ayelet Shaked représente, et ça a été aussi l'analyse puisqu'on a parlé d'Amit Segal, l'analyse d'Amit Segal de cette fin de semaine. Paradoxalement, Ayelet Shaked, qui s'est présentée aux dernières élections, et j'étais avec elle dans la liste, représente le public qui peut faire basculer les élections. Puisqu'en réalité, vous savez que c'est toujours très serré les élections et ça se joue à quelques mandats près. Un, deux, trois mandats qui doivent passer d'un camp à l'autre. Ayelet Shaked représente ce camp des gens de droite qui ne sont pas bibistes, qui ne soutiennent pas aveuglément Netanyahou et qui sont critiques du personnage et de la politique Netanyahou, mais qui ne sont absolument pas prêts à ce qu'il y ait un gouvernement de gauche juste parce que ça ne soit pas Netanyahou. Donc ce sont des gens qui sont de la droite idéologique, mais qui ne voient pas en Netanyahou le vrai candidat de la droite idéologique. C'est ça la mouvance que représente Ayelet Shaked, qui n'est pas très grande, puisque c'est une mouvance de personnalités, de personnes qui réfléchissent, qui ne sont pas tribales, justement pour suivre la tribu comme des moutons derrière Netanyahou, et qui ne sont pas non plus assez, j'ai envie de dire, haineux de Netanyahou pour aller aveuglement du côté gauche, et qui se trouvent au centre de la carte, en tout cas dans la droite idéologique, mais entre ces deux blocs. Et ce sont ces mandats qui vont probablement fixer l'avenir du pays et qui sera le prochain Premier ministre. Et la question est, est-ce qu'elle-même va se présenter ou est-ce que cette mouvance va être représentée sur la carte politique? Nous savons qu'Avigdor Lieberman voudrait vraiment qu'Ayelet Shaked le rejoigne. Je crois qu'il est même prêt à lui donner la deuxième place pour lui justement ramener ses mandats donc de droite idéologique non bibiste. Et il y a aussi ces membres du Likoud qui ne sont pas d'accord avec Netanyahou, comme Yuli Edelstein, comme Gilad Erdan, que vous avez cité, comme l'ancien ministre Moshe Kahlon, etc., qui pourraient créer aussi une formation politique. Et en fait, donc c'est cette zone-là de la droite idéologique qui n'est pas prêt à suivre aveuglément Bibi dans toutes les aventures, qui pourrait fixer qui sera le prochain Premier ministre. La question est-ce qu'ils vont réussir à s'organiser? Est-ce que Shaked va faire le choix de re-rentrer dans l'arène? Ça, l'avenir nous le dira. Alors, il y a dans toute cette présentation, il y a une sorte d'impasse sur une mouvance, c'est le mouvement sioniste religieux, pas le parti sioniste religieux de Bezalel Smotrich, mais la mouvance, le mouvement sioniste religieux que l'on voit partout, en particulier dans l'armée au cours des 2 dernières années. Où est-il? Pour qui peut voter on va dire, un électeur du mouvement sioniste religieux, du mainstream, qui n'est pas, on va dire, comme on dit, Hardal, proche de Bezalel Smotrich, mais qui est dans le mainstream du sionisme religieux? Pour qui peut-il voter aujourd'hui, à votre avis? Je crois qu'il correspond tout à fait à la mouvance dont j'ai parlé tout à l'heure. Une bonne partie de ces gens-là dont vous avez parlé votaient Shaked par le passé. D'ailleurs, un des représentants de cette mouvance, c'est l'actuel maire de Givat Shmuel, qui est aussi un petit peu la ville symbole, je crois, du public dont vous parlez. Yossi Brodny a fait le choix aujourd'hui de rejoindre Lieberman, par exemple. Vous voyez, c'est-à-dire que Lieberman drague exactement cette mouvance dont vous parlez, du sionisme religieux qui ne se retrouve pas forcément dans Bezalel Smotrich, qui, on va dire, a accepté, même plus qu'accepté le fait que les ultra-orthodoxes ne s'enrôlent pas à l'armée, alors que cela va à l'encontre, je pense, de l'idéologie du sionisme religieux qui pense que l'armée est une mitzvah et la plus grande mitzvah même de la Torah, et que le fait que Bezalel Smotrich a été plutôt conciliant avec ses collègues Goldknopf et Deri sur cette question-là, donc a du mal de se retrouver en ça, même si beaucoup reconnaissent les bonnes choses qu'il Beaucoup reconnaissent les bonnes choses qu'il fait pour la Judée-Samarie au niveau de la construction. Donc il y a à ce niveau-là un public qui ne se retrouve pas. Et je crois que ce public se trouve exactement dans cette zone dont je parlais, de la droite idéologique, évidemment totalement opposée à l'État palestinien pour les implantations Judée-Samarie, mais qui n'est pas prête à aller aveuglement ou derrière Smotrich ou derrière Netanyahou dans des alliances où ce sont plutôt les ultra-orthodoxes qui mènent la barque.
Mais pourtant, il semblerait d'une certaine manière, c'est peut-être un peu un paradoxe, hein, quelque part aujourd'hui, de voir que le parti sioniste religieux, il n'a pas de foyer juif, je dirais aujourd'hui. Il n'a pas de foyer pour se retrouver sur le plan électoral. Mais c'est possible qu'aussi au niveau du parti sioniste religieux de Smotrich, s'il continue d'être à 4 mandats dans certains sondages, en tout cas dans le sondage de la 14, ou en dessous de 4 mandats dans toutes les autres chaînes, c'est-à-dire en dessous du seuil d'éligibilité, j'imagine qu'il va devoir lui aussi faire quelque chose à un moment donné. Une alliance, est-ce qu'il va s'allier de nouveau avec Ben Gvir, ou est-ce qu'il va peut-être rentrer dans le Likoud? Il y a des rumeurs aussi de ce genre qui dit que Smotrich soit sauvé par le Likoud, ou au contraire, est-ce que ça va ouvrir une perspective d'une nouvelle formation politique? Il y a des gens qui se chauffent sur les lignes, comme on dit en hébreu, comme l'ancien général Erez Wiener, je crois qu'il s'appelle, et d'autres qui peut-être vont créer une nouvelle formation, ou peut-être que Smotrich sera prêt lui aussi à faire un peu comme Lapid a fait, à donner à quelqu'un d'autre d'être à la tête du parti pour sauver le parti. Ça, nous avons encore quelques mois d'ici là, mais c'est vrai que vous avez raison que paradoxalement, ce public qui est un public important et majeur du pays, qui est le sionisme religieux, qui est en tête dans tellement de domaines, à l'armée, dans l'économie et dans d'autres domaines, en politique, se retrouve aujourd'hui sans vraie formation politique stable, en tout cas qui ne représente pas sa position dans le pays. On espère tous que cela changera d'ici les élections. Alors, une dernière question. Vous avez été membre du parti de Naftali Bennett, Yamina, je le disais. Vous avez été député du parti de Yamina. Aujourd'hui, si demain les élections devaient se dérouler, vous voteriez, vous, pour Naftali Bennett ? Alors, on a encore quelques mois jusqu'aux élections et je crois que comme beaucoup d'Israéliens, à l'heure actuelle où je vous parle, je ne sais pas pour qui je voterai aux prochaines élections. Eh bien, vous aussi. Donc, vous n'êtes pas seul. Il y a apparemment 25% de la population israélienne qui ne sait pas encore pour qui voter. Je pense que beaucoup de gens dans le mouvement sioniste religieux ne savent pas pour qui voter. Donc, effectivement, mais en tout cas, c'est intéressant de savoir que vous n'irez pas voter probablement pour l'instant pour Naftali Bennett. C'est ce que l'on peut en tout cas déduire de votre réponse. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Kalfon, d'avoir accepté de répondre à nos questions, d'avoir donné vos estimations concernant cet échiquier politique qui va être en mouvance, on va dire, au cours des prochaines semaines et des prochains mois. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel, bonne journée.